lorsqu'il est venu me chercher pour les premières élections, déjà contre Rémi Fabre, nous étions lucides depuis longtemps, et derrière Christian Ponce, eh bien j'ai dit d'accord, c'est oui, je pars avec toi, et nous avons fait campagne. Quand il est venu, en 2008, une nouvelle fois, pour partir encore face à Rémi, eh bien, cette fois derrière Hélène Coupard, eh bien, j'ai dit oui. Et quand il est venu, en 2014, pour ces nouvelles élections municipales, alors là, j'ai dit non. J'ai dit non, cette fois, il ne faut plus que tu sois derrière un candidat, il faut que tu sois notre candidat, notre leader, notre tête de liste. Et avec l'ensemble des colistiers, nous avons décidé que ce serait notre candidat. Donc, pourquoi ce choix? Parce que pendant une quinzaine d'années environ, il a exercé au sein d'une commune bien plus importante que la nôtre, dans des fonctions et dans des services tels que les sports, le service financier, la culture, et qu'il a donné de très bons résultats. Ensuite, parce que depuis 10 ans environ, il est au conseil municipal de Sénas, il fait partie de nombreuses commissions et il s'est investi au sein de cette commune. Il connaît le revers et l'envers du décor d'une municipalité. Il a donc normalement toutes les capacités pour mener une liste. Ensuite, je sais qu'il a, et souvenez-vous, qu'il y a quelques années, il a créé l'école de musique, qui a compté jusqu'à 150 élèves et une quinzaine de professeurs environ. École de musique qui fonctionne encore actuellement, qui marche très bien, et donc ça prouve bien que les bases étaient solides. Ensuite, je sais aussi également qu'il a aidé certains employés municipaux à préparer des concours dans la fonction publique. Il a fait ça bénévolement, et ces personnes ont eu de très bons résultats. Donc encore une fois, il connaît parfaitement le fonctionnement d'une commune. Alors évidemment, j'en entends qui me diront oui, peut-être, mais pourquoi? Parce qu'il a un grand sens de la justice et de l'équité. Et il est très difficile, quand vous êtes dans l'opposition, au sein du conseil municipal, de garder son calme devant certaines décisions qui sont prises. J'en ai fait moi-même l'expérience pendant quelques années. Ensuite, vous me direz, j'en entends qui disent oui, mais... Bon, alors là, je vais vous dire une expression triviale, j'ai pas trouvé de synonyme. Il a une grande gueule. Eh bien écoutez, peut-être que ça va devenir un atout pour nous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la communauté de communes actuelle va disparaître au profit de la métropole. Et donc, toute cette faconde va nous être bien utile. Parce que nous savons qu'il a suffisamment de verve pour prendre la parole devant une assemblée, une nombreuse assemblée, qu'il a suffisamment de verbe pour avancer et démontrer ses arguments, qu'il a suffisamment d'audace pour affronter ses détracteurs et qu'il a suffisamment de courage pour défendre nos intérêts, les intérêts des Sénassaises et des Sénassais face à l'ogre marseillais. Pour tout cela, nous pouvons lui faire confiance et nous devons lui faire confiance. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter notre candidat aux élections municipales. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Jean-Marc Élix.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Les gens du fond, si vous voulez bien vous avancer, vous risquez rien du tout. De toute façon, ne craignez rien, je ne mords pas, je ne postillonne pas non plus, ça c'est un grand devant. Vous pouvez rester tranquille. Avant toute chose, une fois n'est pas coutume, mais je voudrais remercier M. Rémi Fabre et le service technique pour nous avoir apporté des plantes vertes et prêté une partie de la sonorisation. Donc ça prouve son fair play, je tenais quand même à le remercier. En principe, nous devrons être ensemble pour, je dirais, 45 minutes, peut-être 1 heure, ça dépendra de vous, puisque je ne vais pas vous lire un long discours, mais me présenter simplement à vous, en toute simplicité. Vous présenter également les gens qui m'accompagnent, vous exposer les raisons de notre engagement et les grandes lignes du programme, sachant que normalement vous l'avez tous reçu chez vous, vous avez dû tous le lire et le comprendre. C'est pas la peine encore de le re-expliquer dans les détails. Il vaut mieux laisser du temps pour toutes les questions que vous pourrez poser, car ce soir, c'est peut-être la seule fois que vous aurez ça à Sénas, c'est une réunion de débat. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et nous répondrons à toutes les questions. D'accord? Voilà. Bien, pour commencer, d'abord, tradition oblige, en principe, on parle de soi. Alors, bon, en principe, je sais que beaucoup de gens me connaissent, mais bon, j'ai toujours vécu à Sénas. Ma mère est née en 1914 à ce qu'on appelle le Café du Midi. C'est un café qui est vers la Durance, là-bas. Mon frère et ma soeur, eux, sont nés à Crillon, à une époque où les dames accouchaient encore à la maison et non pas à la maternité. Moi, par contradiction, je suis né à Uzès, dans une maternité. Bon, j'ai profité. Je suis revenu à Sénas, j'avais 3 ans. Voilà, je suis marié avec une native de Sénas aussi, que beaucoup de gens d'entre vous connaissent, ne serait-ce que pour l'avoir eu comme prof au collège d'Orgon il y a également quelques années. D'accord? Voilà, à peu près donc, nous sommes bien, comme je revendique haut et fort comme un de mes adversaires, je suis donc un enfant de Sénas. Voilà. Alors, ensuite, mon parcours, je dirais que grâce au sacrifice de mes parents, notamment mon père, oh là là, il fut un temps que j'étais musicien, je ne le faisais pas, ça, mais bon, c'est l'inaction. Je disais donc, grâce au sacrifice de mes parents, notamment mon père qui a toujours travaillé dur, sans jamais profiter de quoi que ce soit, j'ai pu faire des études supérieures de sciences économiques, ce qui m'a beaucoup servi dans ma vie professionnelle, et surtout de connaître une vie, j'allais dire, meilleure, disons moins difficile que la leur, comme mon frère et ma soeur d'ailleurs. Alors les économistes appellent ça l'ascenseur social, moi j'appelle ça élever ses enfants, tout simplement. Voilà. À la suite donc de, je dirais pas brillante, mais des études normales, j'ai commencé à faire dans le en gros, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la bonneterie, c'est tout simplement le tissu. Alors c'est vrai qu'il y a des côtés sympas, le salon de la lingerie à Paris, c'est très rigolo, enfin moi ça fait partie, c'est à côté du métier. Et j'ai fait ça pendant à peu près 20 ans, au grand désespoir de ma mère, qui elle mettait un point d'honneur à acheter français. Moi j'ai importé des t-shirts chinois, c'était déjà la Chine, donc voilà. Mais bon, de toute façon, après le ci est fait, il n'y a pas eu de soucis. Et puis en 1996, j'ai intégré la fonction publique territoriale en mairie de Cavaillon. J'ai commencé le conservatoire, où j'étais directeur administratif et financier. C'est un joli titre, hein, parce que bon, voilà. Après, je suis passé au sport, où j'étais responsable des agents de maintenance et d'accueil. Voilà, c'est un gros boulot, puisque le service des sports à Cavaillon, c'est 16 stades, 6 gymnases, 2 piscines, etc., etc. Et j'avais tout ça en maintenance, donc c'est un sacré boulot. Et puis j'ai terminé ma carrière avec le grade d'attaché territorial au service des finances, avec 2 missions principales, la mise à jour de l'inventaire et les recherches de subventions. Bon, pendant 3 ans, je me suis un petit peu fait la main avec tous les financeurs, l'État, le Conseil général, le Conseil régional et l'Europe. Donc autant dire que je connais un petit peu le système, ce qui me permet de temps en temps de ne pas être toujours d'accord avec la municipalité actuelle. Voilà, pour mon engagement politique, c'est très simple, hein, je dirais même que ça a été malgré moi, puisque en 2000, il y a 2 personnes qui sont venues me contacter en me disant, voilà, en principe, on va gagner des élections, puisqu'on est soutenu par, ça s'appelait à l'époque majorité plurielle, et on me dit, avec l'école de musique, tu seras très bien, tu feras un bon adjoint à la culture. Ben, moi, j'ai foncé, j'ai pensé que ça serait très bien. La suite, vous la connaissez, n'est-ce pas?
Les élections, on ne les a pas gagnées, et l'école de musique, on me l'a confisquée. Bon, on ne va pas y revenir, ça c'est le passé. En 2008, on s'est encore représenté. Comme bon, on a encore perdu, j'ai pris 4 ans de recul. Et en 2012, quand j'ai pris ma retraite, il y a Mireille qui me dit ben, tiens, si tu veux, j'arrête. Bon, je suis revenu au conseil municipal en 2012. Et puis après, on s'est dit bon, maintenant, que fait-on? Alors, une fois qu'on est dans un conseil municipal, il y a 2 options. Mais faire de la figuration, c'était pas du tout mon truc. Alors j'ai choisi la première, je me suis investi, c'est vrai, passablement. Et puis, quand on est à la fois fonctionnaire et élu, on voit les choses un petit peu différemment. Enfin, je veux dire, on a un double regard. Et après, donc, 13 ans de mandat, je peux vous dire qu'il est grand temps de changer de gouvernance. Pour un tas de raisons, je vais essayer de vous expliquer ça maintenant. Alors, comme je vous disais, j'ai toujours vécu à Sénas, voilà. Mais j'ai connu un Sénas prospère dans les années 60. Il y a du travail pour tout le monde, y compris pour les gens qui venaient de Salon, Miramas, Orcom par la Micheline, dans les conserveries ou à l'usine Chapelle. Mais c'était un village extrêmement prospère, riche, et avec une vie sociale très importante. Je ne sais pas, je m'adresse un petit peu aux anciens, si vous avez connu donc, le cinéma Motte qui était plein tous les week-ends, enfin il y avait toujours des trucs à droite à gauche, et ça vivait réellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut plus dire la même chose. C'est un village, je qualifierais de sinistré. Vous avez plus de 500 chômeurs recensés, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'âme, il n'y a plus de lien social. Alors je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a des manifestations, c'est vrai, c'est très bien même, mais c'est essentiellement consumériste. Il n'y a pas vraiment de relation entre les individus. Or, quand on vit en société, c'est le contact avec le voisin qui est important. Donc c'est tout ça qui nous paraît important, enfin, d'essayer de recréer. Alors, s'il n'est pas question, je ne voudrais pas d'abord tomber dans la nostalgie ou refaire encore Retour vers le futur numéro 4 ou 5, je ne sais pas, mais essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je ne veux pas non plus donner l'impression de désigner un coupable, je crois que c'est la faute à tout le monde et à personne. Il y a à mon avis 3 raisons essentielles. La première, c'est de n'avoir pas su ou pas pu assurer la reconversion économique. Pourtant, les gens ont essayé. Dans les années 70, le premier qui a commencé, c'est M. Ponce, avec l'usine Tube Industrie qui est devenue Sokova. Ces gens-là avaient demandé d'être à côté de la gare pour utiliser un thème qui, entre-temps, est devenu complètement obsolète, c'est-à-dire le ferroutage. Donc ça s'est fait, l'usine s'est installée. Ensuite, il y a eu Pierrot Beinet, qui ont poursuivi un petit peu dans la même idée d'essayer une zone d'activité, donc c'est devenu mon plaisir. Et puis, en 1995, Rémi Fabre est arrivé. Ils ont décrété que l'emplacement là-bas était très mal choisi, problème d'accès, etc., etc. Donc, ils ont décidé d'en faire un lotissement, c'est devenu mon plaisir. Et ils avaient proposé à l'époque de faire une zone d'activité à la Capelette actuelle. Y compris les dotations d'État. Pourquoi pas? Le problème, c'est que la zone n'a jamais vu le jour. Le lotissement, oui, mais pas la zone. Donc ça, c'est une première erreur. À partir de là, je ne sais pas ce qui leur a pris, ils ont commencé à reconstruire de partout. Bon, je crois que vous l'avez vu. J'avais écrit une fois dans Sénas Magazine, quand les maisons poussent comme des champignons, il y en a un petit peu de partout. Le problème, lorsque vous gérez une commune, c'est que lorsque vous n'avez pas assuré la reconversion, vous vous privez de recettes fiscales. En même temps, lorsque vous augmentez les maisons, vous augmentez les dépenses, ne serait-ce que la voirie, la cantine, tous ces frais-là. Donc vous avez l'effet ciseau. Moins de dépenses, enfin moins de recettes, plus de dépenses, forcément il y a un petit souci qui va arriver à un moment donné. Et pour conclure le tout, alors qu'on avait la chance d'avoir un supermarché en centre-ville qui demandait qu'à s'agrandir, ça lui a toujours été refusé, et on a ouvert donc une zone en périphérie. Donc le résultat aujourd'hui vous le connaissez tous, excusez-moi de me répéter. Donc vous avez une grosse ville de 7200 habitants, sans activité, des problèmes un petit peu de partout, un sentiment d'insécurité, même si on peut en discuter, mais bon, beaucoup de gens trouvent que Sénas n'est pas si sûr que ça, même si on peut quand même pas le comparer à Marseille, mais vous avez donc toute cette conjugaison-là, qui fait qu'à mon avis, il faut changer, et là où ça devient grave, c'est que la mairie actuelle n'a pas l'intention de changer, même d'accentuer encore, puisque dans le PLU, il est prévu 1500 habitants supplémentaires, et 6000 m² supplémentaires de zones commerciales.
Donc excusez-moi, si on continue comme ça d'urbaniser et de créer des surfaces commerciales là-bas, excusez-moi l'expression, Sénas, ça va tout droit vers un enterrement de première classe. Voilà pourquoi nous avons décidé de présenter un projet. Alors le projet, il est très simple, hein, vous l'avez tous vu à la maison. Ça tient essentiellement en 2 phrases. C'est redynamiser l'activité économique et commerciale et recréer du lien social. Alors tout ça, ça suppose bien entendu arrêt, du moins une pause sur l'urbanisation. Ça suppose des aménagements et de l'embellissement urbain. Ça suppose une réorganisation des écoles. Ça, c'est par rapport à la circulation. C'est essayer de trouver une solution parce que 4 fois par jour, c'est une catastrophe. Donc l'idée que nous avons eue, vous l'avez certainement vu, c'est de créer 2 pôles scolaires de manière à simplifier les déplacements. C'est tout ça. Mais en fait, c'est un tout qui est construit autour de 2 idées maîtresses que je vous ai évoquées. C'est redynamiser et recréer du lien social. Mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter. Comme je vous ai dit, en plus, c'est un débat. Tout le monde pourra poser toutes les questions que vous voulez. Voilà donc un petit peu les raisons de l'engagement. Ce qu'on peut vous proposer, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi et construit. Et donc, je vais maintenant vous présenter les gens qui ont accepté de nous accompagner. Alors, comme j'ai des trous de mémoire, c'est par ordre alphabétique, hein, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de lunettes. Alors, je veux d'abord excuser les quelques personnes qui sont absentes ce soir. Le premier, c'est Patrick Auger, qui est cadre chez Total et qui est en déplacement. Ensuite, Michel Barbero, également pour des raisons professionnelles. Mon collègue Olivier Pavesi, il devait être là, mais je pense qu'il est là, Olivier, excuse-moi, je ne t'avais pas vu, c'est pour ça, donc merci. Ben voilà, c'est à peu près tout. Alors, la première personne que j'appelle à venir sur scène, vous la connaissez tous, c'est une sénassaise également pur jus. Elle a travaillé un certain temps chez les pompiers. Ensuite, elle est partie en Savoie, toujours chez les pompiers. Elle est revenue à Sénas pour passer sa retraite, c'est Martine Ambrosi. Ensuite, elle est à Sénas depuis quelques années. Moi, je l'ai connue quand sa fille, qui est devenue une charmante journaliste, était une petite fille qui apprenait à jouer du piano. Il s'agit de Lydie Beaupré. Après, un grand et beau jeune homme, je n'ai pas encore changé, vous inquiétez pas, mais c'est juste un constat, qui est à Sénas depuis quelques temps, il s'appelle Ludovic Berquet. Bonsoir à tous, je voulais profiter justement du coup de me présenter un petit peu. C'est pas forcément évident pour tout le monde, donc voilà, je voulais juste associer l'argumentaire de Jean-Marc, je voulais associer quelques mots. Je te remercie. Donc bonsoir, je suis Ludovic Berquet, j'habite à Sénas depuis 7 ans, et donc je n'ai pas connu les années glorieuses de cette ville. C'est en parlant avec mes amis voisins de Sénas que j'ai eu cette vision de la qualité de vie du Sénas d'autrefois. Je trouve triste que l'on ne trouve que des qualificatifs au passé et non au présent sur cette ville. C'est pour ça que j'ai cherché à m'investir, à apporter mon soutien dans une équipe aux idées et propositions débattues et réalistes, pour, je l'espère, retrouver cet état d'esprit d'antan. Pour moi, Jean-Marc a su rassembler autour de lui des gens moteurs et motivés, sans une quelconque étiquette politique qui, à mon avis, n'est souvent pas constructive à notre niveau de municipalité. Ce qui m'a plu dans la liste Bien vivre à Sénas est qu'elle est constituée de personnes qualifiées dont Jean-Marc a su déléguer la mise en forme du programme politique selon les compétences de chacun. De plus, Jean-Marc nous a apporté sa grande et indéniable expérience personnelle et sa vision de la politique locale. Il en connaît les rouages et les leviers, municipaux, régionaux ou européens, les rouages et les leviers municipaux, régionaux ou européens à actionner pour construire ce projet de demain. Il m'est apparu comme le plus expérimenté et à même de diriger la mairie. C'est une grande force pour notre liste aujourd'hui et Sénas demain. Voilà, c'était quelques mots. On en apprend tous les jours. Tiens, Viviane Borghino, sénassaise de pur jus aussi.
Elle milite depuis pas mal d'années dans une association très intéressante qui s'appelle la SDE, Association sénassaise de défense de l'environnement. Et nous avons créé dans cette liste un poste spécial d'adjoint à ce qu'on appelle le développement durable. C'est elle qui en aura la charge. Voilà. Un ancien sénassé, si on veut, il se présentera lui-même. Disons qu'il est sénassé d'origine, mais il a habité longtemps ailleurs. Il est revenu prendre sa retraite ici. Il est ingénieur, hein, il s'appelle Jean-Jacques Cassagne. Bonsoir. D'abord, merci de je suis sénassé depuis moins longtemps que lui, c'est-à-dire 7 ans, de façon résidence principale, bien que j'y venais souvent avant. Ma famille est installée depuis 1810, il y a plus de 2 siècles donc. Je suis ingénieur aéronautique retraité. Depuis que je suis à la retraite, je me suis investi dans les associations qui ont pour but d'aider les gens en difficulté. Alors en particulier, j'ai présidé l'association ADMR, c'est-à-dire celle qui offre les services à la personne et qui s'occupe de personnes en perte d'autonomie. Ça, je l'ai présidé pendant plusieurs années sur les communes d'Orgon et de Sénas. Et depuis 1 an et demi, je travaille pour l'association de l'Union française des consommateurs Que Choisir, c'est-à-dire celle qui s'occupe d'aider les gens qui se sont fait escroquer. Voilà pour mon parcours. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai rejoint la liste de Jean-Marc Elitz. Mon colistier précédent l'a déjà dit, il a constitué une liste en rassemblant des compétences sans tenir compte de l'orientation politique. Ça, je pense que c'est quelque chose de très constructif. À mon avis, dans une commune de la taille de Sénas, le débat droite-gauche s'est complètement dépassé. Ce qui est important, c'est la vision qu'on a pour la commune. Personnellement, et les gens qui me connaissent le savent, je n'ai pas la même orientation politique que Jean-Marc Elitz. Quand je vote au présidentiel ou législative, c'est sûrement pas pour les mêmes candidats que lui, mais peu importe. Même si je n'ai pas la même orientation politique, j'ai eu plaisir à le rejoindre et à défendre une vision commune pour Sénas. Et cette vision commune, c'est celle que j'avais, quand je travaille pour les associations qui aident les gens en difficulté, c'est-à-dire l'entraide, la solidarité et le lien social. Quand on s'est rencontré avec Jean-Marc, on a de suite compris qu'on pouvait, malgré des orientations politiques différentes, défendre un projet commun. Le projet qu'on peut faire dans une ville comme Sénas, ce n'est pas est-ce que vous êtes de droite, est-ce que vous êtes de gauche. Ça peut être par exemple, est-ce que vous voulez une cité dortoir ou une ville animée? Ben, nous, on préfère une ville animée. Est-ce que vous voulez un tissu associatif fort et un lien social renforcé? Ben, nous, effectivement, c'est ce qu'on choisit. Et voilà pourquoi j'ai rejoint la liste Jean-Marc Elitz. Et je peux vous assurer que tous les colistiers qui font partie de notre groupe de 29 ont la même motivation que moi, quelle que soit l'orientation politique, à défendre le projet de Jean-Marc Elitz. Voilà, ça. Merci. J'avais pas fini, en fait. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir quand même. Si je ne vais pas m'éterniser parce qu'il y a d'autres personnes qui vont me prendre la parole, je ne veux pas trop la monopoliser. En fait, juste un tout dernier petit détail. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visiter le site que j'ai créé pour notre liste, www.bienvivreasenas.fr. Je l'ai créé et rendu public, c'est-à-dire accessible au public, vendredi dernier. Depuis, nous avons eu plus de 400 visites, donc ça prouve que les gens sont intéressés par nos idées. Sur ce site, vous trouverez beaucoup d'informations, notre programme, les colistiers. Vous pouvez nous envoyer un message à partir des pages de ce programme. Vous pouvez nous donner un avis. Voilà, donc rejoignez-nous sur le site et pourquoi pas dans les isoloirs bientôt. Alors, rejoignez-nous dans les isoloirs et je vous en remercie à l'avance. Nous allons effacer le pourquoi pas sur la vidéo.
Un autre Sénassé, Dieu sait si on se connaît depuis très longtemps, j'étais copain avec, hélas, son frangin, Bernard Chabert. Elle est arrivée heureusement parce que c'est elle qui l'avait dans sa voiture pour l'apéro de tout à l'heure. Hein, alors vous la connaissez, vous avez connu sa maman qui a été kinésie pendant assez longtemps, Nadine Catanea. Alors ça c'est pour l'apéro de tout à l'heure parce qu'elle est œnologue de formation, croyez-moi ce qu'elle a acheté c'est pas de la bibine. Hein. Voilà, donc c'est pour vous inviter à rester tout à l'heure. Et là t'as dit qui suit, Nicole Dalmas, infirmière, donc je crois que beaucoup de gens la connaissent. Du moins, si vous ne la connaissez pas, certaines fesses d'entre vous l'ont connue. Voilà. Encore un Sénassé, je ne présentais même pas. On l'appelle des fois le Blanc, des fois Nano, Jean-Pierre de Canis. On va changer de registre maintenant. Moi, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. J'ai été, je dirais, littéralement charmé par sa voix. C'est le talent à l'état pur. Elle va se présenter, vous connaissez certainement, enfin certains ont connu son papa et ses grands-parents, Laure Donat. Bonsoir à tout le monde. Vous allez bien? D'habitude, lorsque je prends le micro, c'est pour chanter et pas pour parler de politique. Mais bon, ce soir, je vais faire exception. Je peux chanter aussi? Je me présente, donc je m'appelle Laure Donat, j'ai 43 ans, je suis la fille de Daniel Donat, qui lui-même est le fils de Paul et Séverine Donat, voilà, je vois des gens qui hochent la tête, peut-être que vous les avez eus à l'école, voilà. Donc, si j'ai accepté de rejoindre la liste de Jean-Marc, c'est parce que je me souviens, quand j'allais dormir chez mes grands-parents, c'était rare, parce que mon grand-père, il n'aimait pas qu'on bouleverse ses habitudes, il avait des habitudes. Donc quand j'allais dormir chez mes grands-parents, au Plané, à la maison du Plané, je me souviens d'être réveillée par le chant des pigeons. Il y avait des platanes avant, au Plané, il y avait une jolie place. Et puis on allait faire les courses avec ma grand-mère, donc j'allais courir chez Monsieur Pigeon pour aller chercher les bonbons, les sucettes, et puis on allait acheter le pain chez Milou, et puis on allait acheter la viande hachée chez Monsieur Bonnet. Voilà, je me souviens de ce Sénasse-là, je me souviens que ma grand-mère, elle était très appréciée, elle connaissait tout le monde, elle parlait avec tout le monde. C'est vraiment un super petit village, j'aimerais vraiment habiter ici, puisqu'on habitait dans le Vaucluse avec mes parents. Donc moi, ça fait 17 ans maintenant que j'habite à Sénasse, et que je n'y suis pas souvent parce que je suis souvent sur les routes en tournée pour faire des concerts. Mais quand même, ce que je constate, c'est qu'il n'y a plus le lien social qu'il y avait quand j'étais petite. Et c'est ce qui m'a décidé à rentrer, à faire partie de la liste de Jean-Marc. De me dire comment est-ce qu'on pourrait tous ensemble recréer du lien social, comment est-ce qu'on pourrait voilà, se parler, se dire bonjour, aimer se balader dans la ville, dans le village, voilà. Et donc, pour moi, ce qu'on pourrait faire, c'est réfléchir tous ensemble, en fait, à plus d'animation, plus de spectacles de rue, plus d'expositions, plus de diversité culturelle. Essayer de construire un pôle culturel fort en regroupant le théâtre, l'école de musique, l'école de peinture, la médiathèque et toutes les associations de Sénasse, qu'on soit tous en concertation et qu'on mette ensemble en place des projets culturels forts qui feraient qu'on pourrait tous se regrouper, pourquoi pas sous forme de bénévolat, voilà. En tout cas, qu'à chaque animation de la ville, que ce soit la Saint-Amand ou autre animation traditionnelle, il y aurait des spectacles de rue de qualité, il y aurait des guinguettes, il y aurait tout ce qui se fait dans les autres communes, en fait, sauf à Sénasse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de m'investir dans Bien vivre à Sénasse. Et puis peut-être je pourrais vous chanter une chansonnette tout à l'heure. Bon. En plus, il n'a jamais entendu le chante bien. Je n'oserais pas supporter la comparaison. Bien. Mimi Ferrier, Mireille Ferrier, pareil. Sénassaise, donc sa maman est dans la salle d'ailleurs. Pour vous situer,
Vous avez connu son grand-père, c'était Ravous Berthaud, qui écrivait en provençal dans le régional et qui n'était autre que le directeur de la Banque Chez dans les années 60. Voilà. Mireille Ferrier. Un nouveau sénacier, il est bordelais, alors lui, un cave extraordinaire, ne serait-ce que pour ça, devenez copain avec lui, Jean-Claude Grégory. Il est ingénieur retraité quand même. Regardez, c'est un beau jeune retraité, mais bon. Alors après, là, je ne sais pas comment vous la présenter. Si je vous dis son nom de femme mariée, ça ne parlera pas à grand monde. Désolé pour son mari, qu'on aime bien, hein, mais bon. Si maintenant je vous dis Mout, c'est Simone Mout. Elle s'appelle donc Simone Gondran. Ah, une nouvelle sénatrice aussi, que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Elle faisait un petit peu comme moi, attachée territoriale, mais dans une grosse collectivité. Elle connaît pas mal de choses en économie, commerce, artisanat. C'est Stéphanie Olmer. Bonsoir. Donc Stéphanie Olmière, j'ai 34 ans, je tenais à prendre la parole puisqu'on ne me connaît pas beaucoup sur Sénas. J'habite à Sénas depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai suivi mon conjoint qui est agriculteur sur la commune et moi je travaille dans le développement local, l'économie, la gestion de projets et plus particulièrement sur le commerce et l'artisanat. Donc que vous dire, j'ai une expérience surtout dans le monde associatif, j'ai rejoint les collectivités depuis 6 mois. Je suis plutôt quelqu'un de terrain, donc pas trop derrière dans mon bureau, mais plutôt sur le terrain avec les chefs d'entreprise et les commerçants pour être un peu confrontés à leurs problématiques. Pourquoi j'ai rejoint Jean-Marc ? Tout d'abord, puisque la présentation qu'il a fait de la démarche, on était davantage dans une somme de compétences. Donc il n'y a pas de stratégie politique ou politicienne, personne n'a fait de la politique ici. Il n'y a pas non plus de stratégie d'individu, donc Jean-Marc n'est pas là pour faire carrière dans la politique, sinon il aurait fait depuis longtemps. Et puis aussi, puisque je suis toujours attachée au centre des villes ou des villages où j'habite, et un petit peu ma décision en arrivant ici, c'est que j'ai peu d'occasions d'y aller vraiment. Donc oui, la bibliothèque, oui, le marché, mais j'aimerais que j'ai envie d'y aller plus souvent, de m'y balader et de vous rencontrer, donc, puisque c'est dans le cœur d'une ville que l'on rencontre aussi ses habitants et que l'on crée du lien social. Voilà, donc moi j'ai travaillé plus particulièrement sur la partie du programme artisanat commerce et la partie économique, donc qui est plutôt en lien avec l'Aglopole. Le cœur de ville, comme son nom l'indique, c'est le cœur. Ça vient du cœur, c'est quelque chose d'important, donc il ne faut pas le laisser mourir, et il faut s'attacher à mettre des moyens et une politique volontariste pour le faire revivre. Donc ça passe par des aménagements, ça passe par un soutien à l'association des commerçants, un peu plus d'animation pour tous, pour tout un chacun. Et également avoir une politique qui puisse favoriser l'implantation des artisans et des commerçants au centre-ville. Et ça, la mairie peut le faire, contrairement à d'autres axes de l'économie où la compétence est à l'Aglopole. Ça a été évoqué précédemment, donc il faut se faire entendre auprès de l'Aglopole aujourd'hui et de la métropole demain, puisqu'on est en bout de territoire. Et il ne faut pas que, on manque le train encore cette fois-ci du développement économique. Voilà, je vous remercie. Vous le connaissez tous, enfin beaucoup d'entre vous. Moi, en tout cas, j'étais comme médecin Bernard Rostin. Alors, bonsoir à tous. Pourquoi je suis ici ? Eh bien, il y a quelques mois, quand Jean-Marc, nous discutions de la vie du village, nous nous sommes retrouvés d'accord sur beaucoup de points. À ce moment-là, il travaillait à rassembler une équipe pour les élections municipales. Il m'a demandé si je voulais en être, j'ai accepté. Alors pourquoi ? Parce que je pense que Jean-Marc présente des qualités, des compétences indispensables au poste de maire. De plus, je pense aussi qu'il a une expérience professionnelle qui pourrait être très utile au village. Voilà. Je pense enfin, je crois que c'est une chance pour tous les Sénacais et les Sénacaises.
Je crois que c'est une chance, et je crois que cette chance, il ne faut pas la laisser passer. Voilà. Des vieux souvenirs. Je ne donnerai pas les dates parce que bon, moi donc je vous dis, j'ai vécu à Sénas. J'ai grandi dans la rue du Puy-du-Cône, c'est la petite rue qui est derrière la mairie. Et elle habitait place Désiré Pey, c'est-à-dire 2 petites rues en face, assez connues. Nous étions comme avec Philo, tout petit, là. Tout petit. C'est Roland de Joubert. Oui, une néo-sénassaise aussi, Maggie Madera. Ah, il a fait un bout de mandat avec moi, donc il a accepté de venir en 2008, et puis donc vous le connaissez tous. Même si vous ne connaissez pas lui, vous connaissez souvent le petit chien qui le précède, c'est Bernard Merotte. Tu veux dire un mot? Un mot. Ben, c'est tout simple. Tant que j'ai été à la place où j'étais, c'est-à-dire aucune place, on peut dire, aucune place qui est laissée par le maire et ses adjoints. Tant que j'ai été là, il se passait peu de choses. On était là et il n'y avait pratiquement pas d'opposition et c'est un truc que je ne supportais pas. Alors bon, ça s'est un peu dilué et enfin, l'opposition s'est un peu diluée et Jean-Marc est arrivé. Il était sur la liste, il était à une place et à un moment donné, le maire a été obligé de faire appel à lui. Je crois qu'il a éprouvé beaucoup de plaisir. Et à partir de là, eh bien, effectivement, les conseils municipaux ont été totalement différents. Il y a eu une opposition, il y a eu de la discussion, il y a eu une justification pour justifier tout ce que vous racontez, tout ce que vous voulez dire. C'est tout. C'est ce qu'on attendait. Je ne sais pas s'il est arrivé, il risquait d'arriver en retard. Gabriel, il est là, non? Il n'est pas là, Gabriel? Alors je vais vous le présenter à ma façon. Son prénom c'est Gabriel, vous connaissiez son papa, Michel, mais surtout beaucoup d'entre vous ont connu son grand-père qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Henri, qu'on appelait Nick. Il s'agit de Gabriel Montagard. Encore une fois, une nouvelle sénassaise, charmante au demeurant, Kera Neka. Ah si, voilà. Olivier, ben voilà, c'est à toi. Olivier Pavési. Alors Olivier Pavési, je voudrais dire 2 mots, excusez-moi. Je l'ai connu en mairie de Cavaillon. Ce monsieur est ingénieur territorial, spécialiste en infrastructure. On a travaillé ensemble en mairie. Il est tout timide. C'est lui qui est à l'origine de la rénovation de Cavaillon. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça a été refait. C'est lui. Et lorsque je l'ai croisé dans le Sénat, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit mais j'habite ici. Immédiatement, bon, c'est un réflexe, hein, j'ai dit tiens tu veux venir avec moi? Et il m'a dit pourquoi pas. Et on a fait un tour tous les 3 avec Philippe là, en voiture pour lui montrer un petit peu la voirie. Excusez-moi, il m'a dit putain il y a du boulot. Hein. Voilà ce qu'il m'a dit. Tu veux dire? Donc, je me présente, Olivier Pavési. Donc, je ne suis pas de Sénas, je suis un nouvel arrivant, comme on dit. Mais je suis provençal puisque je suis un très vieil aixois, voilà. Donc, comme vous a dit Jean-Marc, dans les collectivités, puisque bon, je travaille en une, hein, je suis chargé d'opération au niveau de la mairie de Fos-sur-Mer, où je m'occupe encore de grands projets là-bas. Et donc, comme il m'a dit Jean-Marc, quand il nous a vus, il m'a dit ben, viens me voir, tu verras. Bon, on avait déjà travaillé ensemble, où on n'avait été pas si mal que ça, hein, puisqu'on parle finance, hein, puisqu'on faisait rentrer les finances avant que les travaux soient faits. Donc, ce qui permettait
je dirais, d'attaquer dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça qu'il est venu, qu'il m'a dit, viens avec moi, puis on verra ce qu'on fait. Et c'est vrai que, bon, comme il vient de le dire, il y a du travail et mon expérience permettra sûrement d'améliorer Cenas. Voilà. Tiens, c'est à toi. C'est le même commentaire que pour Hollande, hein, sauf qu'elle habitait un petit peu plus loin, mais c'est la même époque. C'est Martine Poletto, née Buissé. Voilà. Ah, j'ai oublié, elle a été conseillère municipale à l'époque avec Pierrot Begné, donc c'est quand même quelqu'un qui a l'expérience du fonctionnement d'une collectivité. Un néo-sénacier, si on peut dire, mais rapidement intégré, connu par tout le monde, c'est en plus un footballeur, Nicolas Raisi. Pas très longtemps. Alors, ce monsieur a un parcours assez particulier. Première particularité, il est compagnon du devoir, ça, excusez-moi, mais c'est pas n'importe quoi, n'importe qui. Il est recyclé, enfin, il s'est recyclé, si on peut dire, dans les énergies renouvelables, c'est pas mal de trucs. Mais il est musicien, et musicien comme moi j'aime, c'est-à-dire un musicien qui joue pour son plaisir et le plaisir des autres. C'est Salah Stali. Bientôt à la fin, donc là c'est pareil, un charme indiscutable. Il n'y a pas longtemps qu'elle est là, mais elle a beaucoup de peps. Il faut la tenir, hein, parce qu'elle était là à 2 heures pour battre les chaises, et croyez-moi, moi j'ai souffert. J'arrivais pas à la suivre. C'est Sylvaine Tessier. Et je terminerai donc par celui qui a ouvert. C'est pareil, c'est vrai qu'on se connaît depuis bientôt 60 ans, parce que bon, entre 3 et 4 ans, j'avais même failli étrangler, sinon notre amitié aurait tourné court. C'est Philippe Vial. Bien, ils sont tous là, vous pouvez faire un applaudissement global si vous voulez. Ah, vous êtes beau, hein, pour prendre la photo. Voilà. Tu veux que je me mette où? Tu veux que je souris un peu ou pas? Un peu à gauche, non, je t'en prie, après on va encore m'accuser. Non. Bien. Attends. Voilà, vous avez pris toutes les photos, c'est bon. Alors, avant de passer au débat, parce que comme je vous ai dit, c'est ouvert, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai encore juste une petite chose à vous dire. On a parlé un petit peu de politique ce soir, du moins des élections municipales, à droite, à la gauche, etc., etc. Sachez que dans une municipalité, il y a un acte politique dans tout le mandat, un seul. C'est la désignation au sénatorial. Ce sont les grands électeurs qui vont donc désigner les sénateurs. Sachez que Rémi Fabre, qui se réclame d'hiver droite et qui est élu en tant que d'hiver droite, a voté socialiste aux dernières sénatoriales. Ça, il faut quand même que vous le sachiez, parce que si vous votez quelqu'un à droite qui vote socialiste, quelque part, il y a une supercherie. Monsieur Ginoux soutient Reynès. Reynès est candidat au sénatorial. Bernard Reynès, c'est la droite populaire, c'est la fraction la plus à droite de l'UMP. Moi, ce qui me concerne, nous ne donnerons aucune consigne de vote. Les grands électeurs qui seront désignés voteront en leur âme et conscience pour le sénateur qui leur paraîtra le plus apte à défendre les intérêts, notamment des sénateurs. Voilà. Ça a été suffisamment dit au cours de la soirée. Dans l'hypothèse où la métropole se met en place, il se peut très bien qu'à la commune de Sénas n'ait plus qu'un seul représentant. Donc dans ces conditions, excusez-moi, il faut quelqu'un qui a à la fois la connaissance et la pugnacité pour aller défendre un dossier. Et sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, je parle des sortants. Au niveau de l'intercommunalité, ils sont souvent absents, et lorsqu'ils sont absents, ils sont également absents parce qu'ils sont bués. Donc si vous voulez que la ville de Sénas soit entendue au niveau de la métropole, dès le 23, il ne faut pas hésiter, il faut voter Jean-Marc Élix, parce que moi je vous défendrai la métropole. Ça, j'en prends le serment, ceux qui me connaissent le savent, ce n'est pas 40 personnes qui vont me faire peur, j'irai jusqu'au bout. Voilà ce que je tenais à vous dire. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien, on peut passer aux questions. Donc, il y a un micro qui va circuler dans l'assistance. Ne vous gênez pas.
Alors, à l'issue des questions, quelle heure est-il? C'est pas 8h moins 20. À l'issue des questions, on débarrassera rapidement les chaises, on met 4 tables au milieu, et naturellement, vous êtes toutes et tous invités au vin d'honneur avec quelques petites choses à grignoter. Voilà. Première question, qui c'est qui veut se jeter? N'hésitez pas, nous sommes là, on répond à tout. Oui, bonsoir. Je représente l'association CNACES de défense de l'environnement. On va poser les mêmes questions aux 3 listes. Donc on demande de vous positionner par rapport au projet des carrières à Lafarge qui veulent creuser la nappe phréatique entre 9 et 10 mètres de profondeur. Bon, c'est un projet qui passe actuellement en enquête publique à la mairie de Sénas. L'enquête devait se terminer le 4 février, elle a été prolongée jusqu'au 12, mercredi. Et on demande, nous, à la population, on a fait une information dans les boîtes aux lettres, on demande à la population de se prononcer. Pour le moment, il y a 700 personnes qui ont signé leur opposition à ce projet. 700 personnes sur Sénas, c'est déjà pas mal. Il y a les villages qui se sont positionnés. On n'est pas seul, j'ai fait une liste pour oublier personne. La Ligue des Alpilles aussi a émis un avis défavorable. Le Parc des Alpilles aussi. Tous les maires du massif des Alpilles ont voté un avis défavorable. Le syndicat départemental des exploitants agricoles aussi, avis défavorable. La Confédération paysanne, avis défavorable. La Chambre d'agriculture aussi. Donc on pense qu'il faut empêcher ce creusement, ce danger de pollution de l'eau que les sénacés peuvent avoir à utiliser, et surtout pour les forages et les puits. Alors on vous demande de vous positionner. On fera une assemblée générale bientôt, au début mars, et on donnera la position des listes à ce moment-là. Je pense qu'avec 700 personnes de Sénas qui sont allées manifester leur opposition, on a quand même là quelque chose qui peut faire réfléchir les candidats. On peut donc continuer, je vous le dis, vous pouvez aller en mairie de Sénas, tous les jours ouvrables, même si le commissaire enquêteur n'est pas là, vous pouvez aller dire votre opposition à ce projet. Merci. Et nous sommes entièrement d'accord. D'ailleurs, allez-y, le message, c'est continuer à les signer en mairie de Sénas sur le registre. Là, allez-y, puisque plus il y aura de monde. Nous sommes entièrement d'accord, nous, Jeannot. D'ailleurs, on s'est positionné clairement sur le programme. On fera tout ce que nous pourrons faire pour nous opposer à ce projet. D'ailleurs, dès que tu m'en as parlé, j'ai posé la question au conseil municipal, j'ai plus ou moins obtenu, d'abord, j'ai demandé une délibération, j'ai eu une motion, mais après ils ont réfléchi, ils ont pris une délibération, et j'ai même demandé un référendum. J'ai dit qu'à mon avis, le sujet est suffisamment important pour qu'on puisse le passer. Vous savez qu'on a le droit de passer les référendums, de le passer par référendum. Donc, le monsieur le maire et le secrétaire m'ont dit non, c'est pas la peine, etc. On va prendre une motion, puis on verra plus tard. Donc la motion a été prise. Tout le monde l'a signé. On a réinsisté encore en disant que ce n'était pas suffisant. Ils ont pris une délibération à laquelle, moi, je dirais, je suis un peu circonspect parce que, bon, il y a des gens qui votent au conseil municipal parce que, bon, on vote à main levée, mais je sais pertinemment qu'ils pensent le contraire. Donc, à partir de là, je me méfie toujours un petit peu, mais peut-être que je me trompe. Mais nous, en tout cas, notre position est claire. Nous sommes opposés au projet. Nous l'avons écrit clairement dans le programme. L'association ASDE va être responsable de tout ce qui concerne l'environnement. Donc pour nous, c'est clair. Bon, on n'ira pas non plus s'enchaîner pour empêcher que les machines passent. S'ils ont les autorisations, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on fera tout ce qu'on peut faire pour l'empêcher. Ça, vous pouvez être rassurés. En plus, dans la mesure où il y a 700 personnes qui le réclament, c'est même plus la peine de discuter de ce genre de questions. Je crois que c'est clair, c'est net, point final. Mais soyez assurés de notre soutien. Nous, il faudra peut-être que Mia aille s'enchaîner. Vous ne direz pas, mais nous, on ira. Non, mais attends, il ne faut pas en arriver jusque-là. J'espère de toute façon qu'on trouvera une solution là-bas. Parce que bon, c'est pas. Mais quoi qu'il en soit, ça, je vous garantis, on a pris position depuis très longtemps d'ailleurs. Je veux dire, nous, on s'est positionné immédiatement. Après, bon, comme ne mettent pas en avant les histoires économiques, etc. Enfin bref, je veux dire, c'est pas. Tu sais, la carotte, c'est qu'ils veulent aller. C'est le tampon de 3 ans pour aller creuser. Oui, mais ça, je connais. Voilà. Voilà, la première fois, lorsque le directeur était venu exposer son projet en mairie, donc je l'ai laissé parler, c'était très pédagogique. À tout moment, il disait, vous inquiétez pas, on s'occupera de vous, etc. etc. C'est quand il nous a raconté qu'ils allaient creuser, donc ensuite faire la grotte. Voilà.
en carrière souterraine. Voilà. Il a parlé pendant 3 quarts d'heure et je sais qu'au bout de 3 quarts d'heure, quand c'est fini, il y a un moment de relâchement. C'est là que j'en ai profité. J'ai dit, bon, et quand, parce qu'il partait pour 30 ans. Oui. J'ai dit, au bout de 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a répondu, parce qu'il s'est laissé aller, et je m'en fous, je serai plus là, c'est pas mon problème. Donc à partir de là, tout ce qu'il a développé avant, hop, je me dis, qu'est-ce qu'il nous a raconté ce gars? Il nous a fait du violon tout le long. Et là, je crois qu'il a regretté parce qu'il s'est laissé aller. Voilà. Puis après, il a essayé de plaisanter en disant qu'il faudrait des champignons. Bon, les champignons de Sénat, pourquoi pas, je veux bien, mais bon. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un sujet très important, mais on ne laissera pas passer ça. Merci. Et je vous en prie. Non, Lina, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Prends l'autre, s'il te plaît, celui-là, je te le prête pas. Oui, bonsoir Jean-Marc, bonsoir à toute l'équipe, et merci pour cette présentation, cette première. Je m'appelle André Jean, je suis né à Sénas, à l'école Jean. Alors il y a 2 mots, moi, qui m'ont impacté dans votre discours, c'est le mot justice et équité. Effectivement, pour bien vivre à Sénas, il faut qu'il y ait de la justice et de l'équité. Moi, je vais rajouter un autre thème, ce sont les droits de l'homme. Et je suis scandalisé, bon, on ne va pas remettre le dentifrice dans le tube, mais il y a un scandale qui pourrit la vie des Sénassais. J'ai ici un document que j'ai été chercher à la préfecture avec un collègue de Sénas, un autochtone. Ce document ne comporte aucune signature. Et grâce à ce document, près de 650 familles ont été incluses dans une association, ce qui est interdit puisque l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'homme précise que nul ne peut être mis dans une association contre son gré. On n'entend pas? Comme ça? Ah oui, ben moi je ne m'entends pas. Je n'ai pas l'habitude du spectacle, contrairement à certains collègues. Voilà. Donc, certains nous disent, mais on n'y peut rien, il y a 30 ans, il y a prescription. Seul un sous-homme peut accepter ça. Nous ne sommes pas des sous-hommes. À Sénat, la loi doit s'appliquer sans discrimination. Il faut que vous sachiez aussi qu'à Sénat s'applique un arrêté préfectoral qui n'a jamais été signé. Il est là. Et grâce à ça, il y a ce que j'appelle la fiscalité cardinale. Si on habite à l'est de la rue des Écoles, on paye une taxe, à l'ouest, on ne la paye pas. On la paye à la place du marché jusqu'au commerce Villaret, devant on ne paye pas. Autrement dit, on payerait un impôt sur les courbes piézométriques. C'est un impôt qui n'existe nulle part ailleurs. La question, c'est, Jean-Marc, si tu es élu, comme tu nous le rappelles fort brillamment dans ton papier, à cette page, mais il faut quand même poser la question, tu nous dis que le maire est officier de police judiciaire et le représentant du préfet dans la commune. Donc, un arrêté préfectoral, il y a marqué en bas que l'arrêté préfectoral doit être appliqué par le maire. Donc, si tu es élu maire, est-ce que tu pourras dire de toi que tu seras le maire qui aura mis un terme aux discriminations et rétabli, l'égalité devant les charges publiques? Merci. Ça, c'est une question. Bien. Alors, en tant que maire, je ne sais pas, parce que bon, le maire, même s'il est représentant du préfet, je ne pense pas qu'il ait le pouvoir de faire appliquer toutes les lois. Lorsqu'il y a une loi qui n'est pas appliquée, il y a un procureur, il faut saisir un procureur de la République, ce genre de choses. Je ne pense pas qu'on ait le pouvoir de faire quoi que ce soit. Moi, ce que je crois, c'est que ce type de conflit peut se régler par la négociation et la discussion. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait lorsque je suis revenu en 2012. J'ai posé la question au conseil municipal, j'ai obtenu un groupe de travail, on s'est réunis, on a discuté. Pour une fois, les gens se sont écoutés, je ne dirais pas entendus, mais enfin tout le monde s'est parlé gentiment. On s'est quitté avec des pistes de réflexion et de solutions possibles. Et si je me souviens bien, les Anglais lorsqu'on est parti, il était question de mettre en place un partenariat Anglade-Lavoir municipalité à la condition qu'ils reviennent au périmètre de 1980. Donc là, il n'y avait pas de souci, tout était réglé. Eux, ils étaient tranquilles parce qu'ils étaient protégés, du moins les roubines seraient entretenus, et les gens qui étaient raquetés, entre guillemets, ne le seraient plus. Moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Il fallait se revoir quelques mois plus tard. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des individus qui ont changé un petit peu la donne. Je n'ai plus été convié aux réunions, je ne sais pas pourquoi, ils avaient peut-être des idées derrière la tête, je ne sais rien. Et le discours a changé. Au lieu de dire on revient avant 1980 un partenariat, dissolution, donc les gens ont refusé, ce qui fait qu'on revient à la case de départ. Il y a encore un affrontement. Alors ce que je peux te dire, c'est que si nous sommes élus, on va remettre en place la table des négociations, on se réassira autour d'une table et la solution sera trouvée, car il n'y a pas de problème sans solution.
Ça, c'est ce que moi je peux te dire. Mais maintenant, faire appliquer les arrêtés, ça, je ne peux pas te dire n'importe quoi, je ne sais strictement rien. Mais renouer le dialogue et pratiquement, j'allais dire, faire pression sur les irréductibles pour que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin et qu'on débouche sur un compromis et non pas un consensus, ça, je peux faire. Voilà. Une question là-bas. Moi, j'ai une question à vous poser. Je voudrais savoir si vous avez lu, au point de vue bon, alors moi, je voudrais savoir si vous êtes élu, au point de vue de la propreté de la ville, au point de vue des poubelles. Excellente question. Excellente question, je comptais vous en parler d'ailleurs. Alors, il faut savoir que le ramassage des ordures ménagères est une compétence intercommunautaire. Le seul souci, c'est que, comme je disais tout à l'heure, nos représentants sont souvent absents, et lorsqu'ils sont présents, ils sont muets. Donc déjà, la première chose, c'est d'envoyer, comme représentants à l'intercommunalité, des gens qui vont soulever à chaque conseil, le conseil communautaire, c'est comme un conseil municipal. Si vous avez un conseiller présent qui à chaque fois soulève le problème, on doit pouvoir trouver une solution. En attendant, pour le centre-ville, il y a une solution qui existe, qui n'est pas chère. C'est simplement enlever les containers lorsqu'ils commencent un petit peu à être pleins parce que la globole ne passe pas, les remplacer par des containers vides, désinfectés, au moins pendant 2 jours, les stocker à la déchetterie, le temps que la globole vienne les rechercher. C'est une première étape, ça. La deuxième étape, dans le cadre du réaménagement et l'embellissement urbain, c'est généraliser les containers enfouis, à une condition qu'ils aient une bouche d'entrée suffisante, non pas comme ça a été fait dans le plané, où c'est trop petit, les gens les mettent à côté. Voilà, donc dans un premier temps, c'est pallier un petit peu l'insuffisance de ramassage par les services techniques, simplement on enlève les pleins, on met des vides à la place. Je crois que ça sera mieux que des ordures qui bordent de partout. Et dans un deuxième temps, les containers enfouis. Mais surtout, il faut faire son boulot au niveau de l'aglopole. Excusez-moi, mais j'ai insisté là-dessus. Lorsque vous n'êtes plus maître de votre village, il faut quand même envoyer des représentants qui soient capables de taper du poing sur la table. Ce n'est pas le cas actuellement. Voilà un petit peu, à mon avis, mon sentiment concernant les ordures. D'ailleurs, on l'a marqué dans le programme, dans l'embellissement urbain, la première chose à faire, c'est de ramasser les ordures ménagères. Et croyez-moi, ça ne coûte pas cher. Maintenant, j'ai une deuxième question à vous poser. Alors, ben, ça c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend d'abord des routes, si elles sont nationales, départementales ou communales. D'accord, il y a 3 points différents. Au niveau des voies communales, c'est pas bien compliqué puisque les amendes de police, ça finance dans les fameux douanes, il faut mettre un petit peu de partout. Mettre un radar ou 2 quelque part, c'est tout à fait envisageable également. Mais surtout mettre en place une politique de prévention à travers la police municipale. Il n'est pas nécessaire de verbaliser systématiquement, il faut expliquer aux gens 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais la 4e fois, on sanctionne lourdement. Il ne faut pas mettre des amendes à 11 €, il faut mettre des amendes à 150 €, on n'en parle plus. C'est pareil pour les gens qui se garent n'importe où, excusez-moi, qui dérangent tout le monde. On explique gentiment les choses 3 fois, 4 fois s'il faut. La 5e fois, c'est la fourrière, terminé. Et croyez-moi qu'après les gens, ils se gareront où il faut. Je suis désolé, mais c'est toujours pareil, c'est de la prévention obligatoire. Et surtout, lorsque la prévention ne marche pas, c'est de la répression. Alors pour ça, si vous voulez un peu déboucher... Ah, je vous en prie, allez-y. Un peu déboucher sur un autre sujet, sur la sécurité en général, puisque bon, vous savez qu'à la police actuellement, il y a 5 policiers municipaux qui sont organisés en patrouille de 2 parce qu'ils couvrent une période du matin au soir. Donc par rapport à l'amplitude, il faut couper en 2. Ce qui fait que vous êtes toujours 2 policiers. Et pour peu qu'il y ait RETT, maladie, repos, etc., il n'y en a plus qu'un. Donc pour arriver à couvrir correctement actuellement le village sur une plage suffisamment longue, il faudrait, à mon avis, minimum 7 à 8 policiers municipaux. C'est-à-dire c'est un recrutement de 2 ou 3. Voilà un petit peu. Autre chose, dans le cadre justement de l'intercommunalité, lorsqu'on a créé les intercommunalités, c'était justement pour mutualiser les moyens. Et de plus en plus, on parle de mutualiser les services de police, de façon à avoir l'effectif qu'il faut quand il faut. C'est-à-dire si à un moment donné il faut 6 policiers sur Sénat sur 3 jours, bien ce sont les communes voisines qui les amènent et vice-versa. C'est un petit peu l'idée.
On est actuellement dans cette mouvance-là, donc il faut vraiment se battre au niveau de l'aglopole, obtenir un petit peu tout ce qu'on veut. Ai-je répondu à vos préoccupations ou pas? Oui, c'est bien. Elle dit oui, 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 c'est bien. D'autres questions, s'il vous plaît? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas du tout. Mais écoutez, est-ce que vous avez... Je vais croire qu'on vous a convaincu, alors. Oui? Oui? Vas-y. Est-ce que vous avez prévu une zone industrielle où certaines entreprises pourraient aller s'installer? Alors, c'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure. Il y a deux façons de voir les choses. Ce qu'on appelle le développement économique, maintenant, c'est une compétence intercommunautaire. Donc, les zones d'activité, les fameuses grandes zones d'activité, c'est du domaine de l'aglopole, c'est plus du domaine de la commune. Alors, il y a un projet qui est porté par l'aglopole depuis des années, qui est un projet purement fantaisiste, qui est d'ailleurs dans tout le quartier des Sigots. Ils ont fait un truc extraordinaire, je ne sais plus combien d'hectares. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne veulent pas acheter des terres au prix. Alors, c'est même plus vicieux que ça, puisqu'ils comptent acheter des terres, en rebasculer une partie en urbain avec une plus-value pour eux, pour financer l'aménagement. Et les propriétaires ne sont pas vendeurs, et à juste titre d'ailleurs. Donc ce projet-là, dont vous pouvez attendre de temps en temps, on peut vous en vanter un petit peu les effets, c'est totalement pipeau, il ne verra jamais le jour. Ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est essayer de créer des mini-zones, et de faciliter l'installation d'entreprises, mais pas sur une zone immense, sur des petits points. Mais je crois que la préoccupation majeure, c'est pour les artisans. Alors là aussi, quand on a fait les dernières maisons, on en avait besoin, je reconnais que ça manque de maisons, hein, sachez au passage qu'il y a 130 logements vacants, hein, et si toutefois vous voulez trouver un logement, c'est pas la peine d'en faire des neufs. On avait dit que sur la zone de la Capelette, la bande qu'il y avait, on pouvait faire justement le retrouver ça aux artisans. Ils ont préféré faire des maisons, et là où on peut s'interroger d'autant plus, c'est que le terrain a été estimé 750 000 € par les domaines, et qu'on a vendu 550. Alors moi je pose la question, à qui profite le crime? Puisque du moment qu'on a fait cadeau de 200 000 € à un promoteur, autant en faire un cadeau aux 20 artisans qui auraient pu s'installer. C'est un petit peu ma façon de voir les choses. Oui.